Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais par quelques mots apporter le soutien du groupe démocrate à notre collègue Carlos Martins Vilongo. Et je m'associe totalement à tous ceux qui pensent qu'on ne peut accepter de tels propos indignes dans cet hémicycle et qui, je crois, en écho à ce que nous a dit tout à l'heure Madame la Présidente, nous pensons au groupe démocrate que cette violence qui monte tous les jours un peu plus dans notre société doit être combattue, coûte que coûte, et que notre rôle central, nous, représentants de tous les Français, doit être bien au contraire d'apaiser. Nous sommes là pour débattre de la motion de censure que le groupe La France Insoumise a déposée mercredi, sitôt le 49.3 décidé par le gouvernement. Évidemment, nous ne voterons pas cette motion pour plusieurs raisons. D'abord, mes chers collègues, parce que censurer le gouvernement n'a de sens que si l'on peut constituer une majorité alternative. Or, jamais vous n'avez prétendu vouloir atteindre cet objectif. Ensuite, parce que le gouvernement ayant déjà engagé sa responsabilité sur la première partie du projet de loi, il est logique qu'il le fasse sur la seconde partie. En effet, dès lors que les recettes sont adoptées, chacun comprendra la concordance qui doit prévaloir pour les dépenses. C'est une cohérence que nous devons garantir pour l'équilibre de nos comptes publics, auxquels nous sommes particulièrement attachés, également pour la cohérence de la politique que nous souhaitons mener. Pas plus qu'il n'y a de logique politique, il n'y a de logique comptable derrière cette motion de censure. Dès lors que ces deux prétextes sont écartés, je me tiens prêt à discuter en effet l'opportunité de l'usage à répétition de l'article 49.3 de notre Constitution. Pour tout parlementaire, ce n'est pas une satisfaction, j'en conviens parfaitement. Mais là encore, je dis à nos collègues de la France Insoumise et de la NUPES que nous n'en serions pas là si vous n'aviez pas annoncé dès le mois de septembre que vous ne voteriez pas le budget de la nation. Il est ensuite facile de jeter la responsabilité sur le gouvernement de l'usage du 49.3. Comment on peut se poser à la fois comme défenseur du parlementarisme et en même temps annoncer qu'on va s'exonérer de son rôle de législateur pour s'en tenir à une posture politique stérile? Comment peut-on se prétendre à la fois majorité alternative d'un gouvernement introuvable et se défausser de la responsabilité qui est celle de tout parlementaire de veiller au bon usage des deniers publics? Comment on peut se réclamer à corps et à cri des débats et des échanges, de l'écoute et de la concertation et dans le même temps refuser a priori de voter un budget pour son pays? Il faudra bien un jour que vous sortiez de vos propres incohérences. Le vernis commence à craquer et on se rend bien compte que ces motions de censure à répétition n'ont en fait d'autre but que de donner des tribunes, certes avec talent parfois, aux orateurs de la NUPES qui surjouent sans arrêt un soi-disant déni de démocratie. Chers collègues, plutôt que faire la révolution, je vous propose de réconcilier les Français. On ne peut pas faire comme si le cadre budgétaire n'existait pas. Vous avez d'ailleurs remarqué que nous avons aussi voté le budget de certaines missions, pourtant modifiées par amendement, dès lors que celles-ci restaient dans le cadre qui nous semblait conforme à l'équilibre global. Ce fut le cas des missions justice, défense ou culture la semaine dernière. On ne peut accepter des dérapages de l'ampleur de ceux que vous avez provoqués sur le budget de la mission écologie lundi dernier, en privant, par un effet de vase communicant, nos concitoyens d'une aide qui leur permet de faire face à la hausse des prix de l'énergie. Il n'est pas raisonnable d'accroître des dépenses de 15 milliards d'euros et de compromettre la cohérence d'un budget qui est le gage de notre crédibilité vis-à-vis de nos partenaires. Le budget qui nous est proposé est en premier lieu un budget qui vise à protéger nos concitoyens. En témoigne la hausse de 3 milliards d'euros de la mission défense, de 1,4 milliard d'euros de la mission sécurité, s'agissant notamment des moyens de la sécurité civile
ou plus emblématiquement encore la hausse de 8% des crédits de la mission justice pour la 3e année consécutive. Ce budget donne aussi la priorité à la jeunesse, avec une amplification de la revalorisation des personnels enseignants. Près d'1 milliard d'euros devrait ainsi permettre d'augmenter les salaires du personnel enseignant de 10% en moyenne à compter de la rentrée 2023. L'effort en faveur de notre jeunesse ne s'arrête pas à la simple revalorisation du salaire des enseignants. Nous devons continuer à investir pour améliorer plus encore les techniques éducatives. Ce budget propose ainsi d'abonder de nouveaux fonds d'innovation pédagogique de 300 millions d'euros d'ici 2025. Mes chers collègues, il est tout à fait possible de faire progresser des idées et des mesures, de faire bouger les lignes quand bien même elles ne seraient pas dans le texte d'origine présenté par le gouvernement. Cela nécessite de notre part à tous d'adopter une attitude ouverte et responsable. On peut toujours discuter des priorités de l'action publique, mais il faut aussi être capable de saluer et de soutenir ceux qui le méritent. Par définition, la démocratie appelle à faire des compromis. Le travail parlementaire, à plus forte raison, nécessite de s'entendre sur des grands enjeux qui sont devant nous. Nous l'avons démontré à plusieurs reprises, y compris lors de cette discussion budgétaire, sur l'épargne de précaution, sur le prolongement du crédit d'impôt haute valeur environnementale, la hausse du plafond de l'exonération de 75% des droits de mutation à titre gratuit pour faciliter la transmission des exploitations agricoles. Les députés démocrates ont réussi à faire avancer de nombreux sujets en seconde partie. Je pense ici aux moyens supplémentaires alloués au soutien des professionnels accompagnant les victimes mineures de violences sexuelles et d'inceste, à la liberté supplémentaire donnée aux élus locaux dans la répartition des recettes de la taxe d'aménagement. Avec notre collègue Stella Dupont et les autres groupes de la majorité, nous sommes fiers d'avoir pu porter la revalorisation de 10% des AESH à compter de la rentrée 2023, ainsi que le maintien des crédits alloués à l'hébergement d'urgence. Nous avons su avancer ensemble avec les autres groupes politiques et le gouvernement sur des sujets centraux, comme la hausse historique de 320 millions de la DGF, la création d'un filet de sécurité pour les collectivités confrontées à de fortes hausses du prix de l'énergie ou encore le maintien du schéma d'emploi de l'ONF. Je voudrais d'ailleurs dire ici, Madame la Première ministre, que nous sommes très vigilants sur le respect des engagements pris par le gouvernement sur le financement de l'Institut Paul-Émile Victor, sujet qui fait consensus sur quasiment tous les bancs de cette Assemblée. Voyez, mes chers collègues, oui, nous pouvons nous retrouver largement sur de nombreux sujets, à la condition de travailler collectivement pour trouver le juste équilibre. Cela n'empêche en rien le débat. Cela n'efface pas les différences de nos familles politiques qui sont le reflet de la diversité de nos opinions dans notre pays. Je crois profondément qu'on ne peut avoir raison tout seul, ni vous, ni nous. Le sens du message envoyé par les Français lors des élections législatives de juin dernier. Le groupe démocrate y est particulièrement attentif. Nous devons plus que jamais nous efforcer de poursuivre cette démarche. Je vais citer qu'un exemple, parmi d'autres. On évoque beaucoup ces derniers jours la question du partage de la valeur, pour laquelle de vrais progrès ont été faits ces dernières années. Il reste pourtant des choses à faire, et c'est là un sujet essentiel dont l'impact peut être fort dans notre société, tout simplement parce qu'il est juste. Nos concitoyens y sont sensibles, et cela doit être pour nous une préoccupation de chaque instant. Nous devons progresser sur ce point, sans casser la dynamique d'entreprise dans une économie ouverte comme la nôtre. Nous avons fait la démonstration que nous étions capables de nous retrouver largement sur des sujets de cette nature et que nous gagnerions à travailler ensemble. Le prochain texte financier, le collectif budgétaire, sera d'ailleurs une opportunité pour avancer ensemble au service de nos concitoyens. Il contient des éléments importants. Le chèque énergie de 100 à 200 €, l'indemnité carburant pour les citoyens qui utilisent le plus leur voiture, le soutien à nos universités, au Crous pour aider les étudiants à faire face à des hausses de coûts de l'énergie, les mesures d'indemnisation pour les agriculteurs victimes de la crise de cet été, le soutien renforcé à France Compétences pour l'apprentissage. Nous pouvons être capables de nous entendre pour soutenir nos concitoyens. Voter un tel texte, mes chers collègues,
ne ferait pas de vous des membres d'une majorité élargie. Ce serait simplement l'usage normal d'un mandat de parlementaire qui, tout en gardant ses convictions, est d'abord d'être au service des citoyens dans un moment aussi dur que celui que notre pays traverse. Je vous remercie.